Bonjour à tous. Je me présente, Quentin Jacquet, chef de projet planification au service études et planification à Nantes Métropole, donc le service du PLUM, plan local d'urbanisme métropolitain. Et justement, j'avais une première question avant de démarrer. Est-ce que le PLUM, l'acronyme, parle à tout le monde? Oui. D'accord. L'objet de la présentation de ce soir, c'est de présenter l'évaluation de ce plume à 6 ans. Il a été approuvé en 2019, donc en effet, on est à mi-parcours. Donc on a commencé à l'évaluer. L'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser plutôt sur des sujets d'échelle métropolitaine, parce que vous avez dû recevoir le kit d'évaluation du plume. Il y avait 2 documents. Vous aviez ce document-là qui était un rapport à échelle métropolitaine. Et puis vous aviez une déclinaison communale avec des indicateurs communaux. Il faut savoir, avant de commencer, que l'obligation de l'évaluation du plume, elle se fait bien sur l'échelle métropolitaine, mais que la déclinaison communale, finalement, c'était un petit plus qu'on a proposé à la métropole, mais ça ne rentre pas dans le cadre de l'exercice obligatoire. Elle a aussi des limites, cette déclinaison communale, j'y reviendrai. L'idée de ce soir, donc on m'a donné 15-20 minutes, je vais essayer de tenir le délai, c'est pas évident, c'est un challenge en soi. L'idée, c'est de, vous en doutez, en 15 minutes, je vais vous faire un résumé des sujets un peu marquants, un peu phares, qui sont ressortis lors de cette évaluation. Et puis après, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Tac. Donc pourquoi évaluer le plume? Déjà parce que c'est une obligation réglementaire, mais ça a un réel intérêt au-delà de cette obligation réglementaire. Ça permet de mesurer la trajectoire induite par le document de planification à mi-parcours, et puis finalement mesurer l'écart entre les objectifs initiaux et les premiers résultats qu'on peut observer. Et puis la finalité, donc c'est une délibération en conseil métropolitain, donc ça sera en juin pour Nantes Métropole, et avant une délibération dans les conseils municipaux, c'est le cas ce soir. L'idée, c'est vraiment d'avoir une analyse pour savoir quels enjeux finalement à mi-parcours on peut tirer à l'échelle métropolitaine, quels sont les sujets majeurs, quels sont les prochains enjeux finalement. Et sur la forme, une petite aparté pour dire que la délibération métropolitaine annexera toutes les délibérations communales. Donc c'est un exercice complètement transparent et que les délibérations communales sont complètement libres sur le format. C'est pas du tout cadré. Donc c'est vraiment libre à chaque commune de faire remonter les infos, les enjeux qu'elle a relevés à sa manière. Bien sûr, la délibération métropolitaine viendra résumer, mais voilà, la délibération communale sera bien annexée. Sur la méthodologie, je vais y passer rapidement parce que ce n'est pas le plus intéressant. Comme toute méthodologie de projet d'évaluation, on est passé par un cadrage méthodologique comme première étape en identifiant les acteurs à interroger et puis le récoltage des données. La phase clé, c'est la phase de diagnostic. On vient analyser les indicateurs puisqu'en fait, le plume, dès son approbation en 2019, avait un tome, le tome numéro 5, qui fléchait, qui listait ces indicateurs-là. Donc on a repris cette liste et donc on a analysé le plume au regard de ces indicateurs qui avaient été mis en place en 2019. Et donc après, on a conduit cette analyse des indicateurs. Donc il y avait 30 indicateurs, pardon, pour information. Et après, on a conduit donc l'analyse de ces indicateurs. Donc ça va être des indicateurs parfois qualitatifs, mais souvent quantitatifs. On peut penser par exemple à la consommation d'espace. Voilà, on avait un objectif de consommation maximale, en tout cas une limite de la consommation d'espace à bien respecter. On va vérifier, c'était un indicateur, on va vérifier si on est dans la bonne trajectoire ou pas. Et en phase diagnostic vient aussi une phase plutôt qualitative avec des entretiens, donc avec les acteurs de la fabrique de la ville. Je pourrais vous donner des exemples si vous avez des questions sur ce sujet-là, c'est assez large. Et puis les responsables d'Urba de chacune des communes. Et puis ça a été présenté 2 fois aussi lors de G24, en octobre 2024 et en janvier 2025. Donc l'élu pilote, c'est évidemment M. Pascal Prat. Et puis la métropole s'est fait accompagner pour cet exercice par le bureau d'études de Citadia. Le rapport, il a 2 approches. L'analyse quantitative par thématique, donc assez classique finalement, donc environnement, habitat, mobilité, etc. On a repris donc la structure du PADD. Le PADD, c'est le projet d'aménagement et développement durable. C'est la 2e pièce
du plume, c'est la pièce du projet politique, finalement. Donc c'est vraiment, on a repris cet élément-là, et on est venu, du coup, analyser ces thématiques-là, toutes les thématiques, qu'elles soient spatialisées, quantitatives et qualitatives, via les entretiens que j'évoquais. Et donc là, première approche, on vient mesurer l'efficacité de ces objectifs. Ensuite, deuxième approche, l'analyse plutôt qualitative et transversale, où là, on vient mesurer la cohérence entre les politiques sectorielles. Voilà, est-ce qu'il y a des contradictions, est-ce que finalement l'une en l'emporte sur l'autre, etc. Et entre les objectifs et les outils. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de mesurer finalement la pertinence de ces objectifs, puisque est-ce qu'ils sont encore pertinents puisque le monde a évolué depuis. Donc déjà, c'est le moment de se questionner sur une trajectoire à modifier. Et puis, même si est-ce qu'il est encore pertinent au vu des résultats, ou est-ce qu'ils sont à réquestionner pour un futur peut-être plume à l'avenir. Et puis, est-ce que les objectifs affichés, on a décliné finalement les bons outils derrière pour pouvoir répondre à nos objectifs aussi. C'est une vraie question. Alors là, je vais passer rapidement sur ces diapositives-là, puisque c'est à relativiser, mais elles sont importantes pour ça. Je vais plutôt rentrer dans le détail. Là, on vous a mis un petit peu les grands objectifs de base et finalement les résultats, mais c'est complètement difficile à appréhender comme ça, puisqu'en fait, ça dépend des pas de temps qu'on compare, et du coup, c'est à relativiser. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une alerte. Ça nous permet, nous, techniciens, au-delà des enjeux plutôt politiques de quels enjeux pour demain, nous techniciens, ça nous permet de nous interroger sur est-ce qu'on avait mis les bons indicateurs finalement pour pouvoir bien évaluer le plume. Et donc on s'est rendu compte aussi dans le cadre de cette évaluation que finalement l'indicateur il était difficilement évaluable, ou en tout cas que quand on allait l'évaluer, il y aurait des limites. Donc ça nous permet aussi de se dire, bon, demain, le meilleur indicateur finalement, ça serait peut-être celui-ci. Je pense par exemple à des problématiques de pas de temps. On n'a pas forcément des données qui sont sur le même pas de temps, et du coup il faut prendre un pas de temps plus petit et l'étirer dans le temps. Voilà, le résultat du coup est à relativiser forcément. Et puis autre alerte, le plume, il répond pas à tous les enjeux des politiques publiques. Par exemple sur la consommation d'espace, le plume c'est vraiment le document phare, et effectivement il est c'est plutôt le document qui va permettre de répondre à cet objectif-là. Sur les mobilités, le plume y participe via des emplacements réservés, via des chemins cyclables à créer, mais c'est pas forcément la politique publique la plus amène à répondre à tous les objectifs politiques. Donc voilà, une petite alerte sur les objectifs. Et j'en profite pour faire une alerte sur les objectifs déclinés à l'échelle communale. Vous en doutez, du coup, en déclinant à l'échelle communale, c'est d'autant plus vrai, du coup. Donc je passe rapidement, ça vous permet juste d'avoir des chiffres clés en tête. Là, je vais me permettre de faire un zoom sur les 5-6 résultats un petit peu clés, donc plutôt à l'échelle métropolitaine, encore une fois. Donc sur on va dire, la thématique plutôt environnementale, la trajectoire au vu des indicateurs est plutôt favorable. Donc là, on a plutôt regardé des éléments de consommation d'espace et des éléments de protection de la nature. Donc consommation d'espace, ça parle à tout le monde. Et protection de la nature, ça va être ce qui a été mis en place dans le plume, les EBC et les EPP, donc les espaces paysagers protégés et les espaces boisés classés. Donc quand on regarde les indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que j'en ai pas le temps, j'y reviendrai si vous en avez des questions, mais sur la consommation d'espace, on respecte complètement nos objectifs pour le moment. Vous voyez le trait orange, c'était les objectifs du plume, et vous voyez en bleu où on est. Donc on est plutôt dans une trajectoire favorable, voire très favorable. Et sur les protections, à chaque fois qu'on a modifié le plume, puisque c'est un document qui se modifie aussi, on a été plutôt... on a rajouté des protections plutôt qu'on en a enlevé. Vous voyez l'écart entre les deux colonnes à chaque fois en vert. Voilà, c'est à la marge, mais on est dans une dynamique plutôt positive. Ça s'explique par deux éléments principaux. Le plume à l'époque était ambitieux, puisqu'on était sur une limitation de la consommation d'espace de moins 50%. C'était très ambitieux pour l'époque. Donc, du coup, cette ambition se voit. Et puis, on avait aussi décliné l'outil de CBS, coefficient de biotope par surface, pour vulgariser l'élément. C'est en gros un pourcentage d'espace vert de pleine terre à respecter à l'échelle des parcelles, si je fais rapidement. Et ça, c'est un outil assez novateur pour l'époque, et donc CBS-là nous a permis, finalement, il nous a facilité le fait de répondre à l'objectif. Pour être aussi complètement honnête, la trajectoire nationale nous a aidés aussi, puisque la crise du logement a fait qu'il y a eu quand même un stop des constructions, la crise Covid aussi. Donc en fait, voilà, il faut être honnête, la trajectoire nationale nous a aidés à atteindre l'objectif. C'est pour ça qu'on est largement en dessous. Donc du coup, heureusement qu'on est largement en dessous au vu du contexte national. On n'est pas pile poil, donc ça veut dire qu'on est quand même ambitieux.
Par contre, il faut nous, a priori, l'effort est aussi là à noter, puisque le SCOT, donc un document qui va s'imposer au PLUI, dans sa version révisée, vient d'être arrêté là en février, il va nous donner des objectifs encore plus ambitieux. Donc là, on est à 56 hectares par an. Le SCOT va nous donner un objectif de 53 environ. Donc vous voyez, on aura encore un petit effort à faire. Donc heureusement qu'on est dans cette dynamique-là. Sur l'environnement, encore une fois, là plutôt sur le prisme enjeux sonores, enfin santé et plutôt bruit, pollution. Là, on est sur des résultats, on va dire, plus mitigés, si je peux m'exprimer ainsi. On a regardé le nombre de logements neufs exposés au bruit à l'échelle de Nantes Métropole, et puis la part de logements neufs autorisés dans les zones à préserver, enfin concernées par de la pollution de l'air. Et là, on voit qu'on a une légère augmentation du nombre de logements neufs dans ces zones-là. Donc c'est léger, mais malgré tout, voilà, c'est quand même en légère augmentation. Ça s'explique évidemment par le fait qu'on vient densifier. Le plume vient favoriser la densification, vient rapprocher l'habitat voilà, des axes structurants de transport en commun, des axes structurants tout court. Donc forcément, ça a des externalités négatives. C'est là où, quand je disais tout à l'heure, il y a des fois des contradictions entre différentes ambitions. On est clairement là-dedans, là. Et puis, donc en fait, cet indicateur-là, il témoigne un peu de la nécessité de travailler de la place de la voiture en ville, finalement. C'est un enjeu pour demain. C'était déjà le cas à l'époque, je pense. Et puis, pour une petite mise en perspective, pour rappel, la métropole, en février 2024, a adopté son projet de nouveau plan de prévention d'exposition au bruit. Donc, ça vient aussi participer à cela. Sur l'économie. Alors là, les résultats sont plutôt positifs, mais je vais d'emblée être complètement transparent. On s'est rendu compte aussi que nos indicateurs ils sont à améliorer et nos données sont à améliorer. Donc les chiffres, on va dire que les dynamiques sont bonnes. Le chiffre à la virgule, il est à relativiser puisqu'il serait à préciser. Je ne rentre pas dans le détail non plus, mais voilà, ça nous a permis aussi de se rendre compte de ça. Mais globalement, la trajectoire est celle-ci et elle est plutôt positive. Donc en termes de création d'emplois, on a créé de l'emploi à l'échelle de la métropole. Et ce qui est intéressant, c'est le diagramme de gauche, c'est qu'on a créé des emplois aussi de la sphère plutôt productive. C'est assez notable à l'échelle d'une métropole, puisque on est plutôt sur des emplois tertiaires et donc de la sphère présentielle. Et Nantes Métropole, en comparaison avec d'autres métropoles, se distingue à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose à noter. C'est plutôt rare voilà, par rapport aux autres métropoles. Le pendant, c'est qu'on est quand même sur des emplois industriels, mais plutôt qualifiés. Donc ça ne vient pas forcément diversifier, on va dire, les CSP. On reste quand même sur l'emploi qualifié. Donc ça a des limites aussi. Et globalement, donc ça c'est le schéma de droite, c'est notamment celui-ci qui serait à affiner pour être transparent. On est sur l'évolution de la surface de plancher économique dans les centralités, elle est en augmentation. Donc c'était ce qui était recherché par le Plume, à renforcer les centralités urbaines. Donc ça c'est plutôt positif. Le grand écart, il s'explique par le Covid. Il y a eu un grand stop et c'est pour ça qu'il y a une... Voilà. Mais il y a d'autres éléments qui font que les chiffres sont à consolider. Donc voilà pour ces éléments sur l'économie. Sur l'habitat, et là on est sur des résultats, je pense que vous en êtes au fait, plutôt des résultats, on va dire, en demi-teinte, là qui s'expliquent aussi plutôt par un contexte national. Sur les objectifs de création de logements, on a les objectifs de création de logements de 6 000 logements an. On est actuellement en 2023 à 3 000. Donc on est en retard sur les objectifs. Vous voyez la différence entre les deux traits. Très en pointillé l'objectif et le trait plein, voilà, la réalité terrain. Et sur les logements sociaux, de fait, on produit du logement social plutôt bien. Mais du coup, par rapport au nombre chiffré, évidemment, on est en dessous. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs, notamment le contexte national qu'on évoquait tout à l'heure, la tension du marché, l'augmentation des prix, la baisse de la production de logements, elle concerne tous les territoires en France en ce moment. On a déjà réagi, on n'a pas attendu forcément d'évaluer le Plume pour réagir. La modification numéro 2 du Plume allait en ce sens. Ça a été une grosse modification 2, elle avait vocation à recréer du logement. Je peux vous donner quelques chiffres clés. La M2 du Plume, elle a créé 43 nouveaux secteurs de projet où on estime la création de 7 000 logements supplémentaires par rapport à ce qui était dans le Plume initial.
et dont 2300 logements sociaux. Donc voilà, on a commencé à réagir. Cette M2-là, elle a été approuvée en février, donc les effets vont se voir voilà, dans quelques années. Et puis il y a eu aussi le plan de relance logement, en juin 2023, avec 20 millions d'euros supplémentaires pour ce plan de relance-là. Voilà. Sur la mobilité, là aussi, on est sur des résultats plutôt positifs qui restent à consolider tout de même. On a 4/5 des logements neufs qui sont situés à moins de 500 mètres d'une desserte en transport en commun depuis 2019. C'était le but du Plume, de favoriser les centralités, favoriser les espaces desservis. Avec un maillage piéton et cyclable amélioré malgré tout, on pourrait encore mieux prendre en compte la marchabilité en ville, notamment dans le secteur de projet, les connexions piétonnes, cycles, etc. On n'est pas mauvais, mais on a des marges encore de manœuvre, notamment sur les linéaires cycles à améliorer. Mais globalement, on est sur des bonnes dynamiques. On n'est pas sur une très forte augmentation, mais on respecte l'objectif. J'espère que je respecte le timing à peu près. En conclusion, là, on vous a fait un récapitulatif des orientations plutôt, on va dire, qualitatives et notamment issues des entretiens. Donc là où c'est plutôt voilà, du sensible, avec 3 approches différentes, celle du PADD, la métropole nature, développer de l'attractivité et des rayonnements et organiser la métropole rapprochée. C'était un peu les 3 ambitions phares du PADD. Sur, je ne vais pas tous les citer, parce qu'en plus, il y en a qui sont plus ou moins urbains, qui concernent plus ou moins la montagne, mais par exemple, sur la métropole nature, on peut retenir qu'il y a des règles qui peuvent freiner parfois la mutation du tissu existant. La réhabilitation, par exemple, à travers les règles de stationnement. On exige un nombre de places de stationnement et du coup, ça peut freiner la réhabilitation. Voilà. Donc ça, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. On a un effort important en faveur du renforcement de la place de la nature en ville et de la lutte contre l'étalement urbain. On l'a vu tout à l'heure par les chiffres, on est plutôt favorable. Ça reste évidemment à améliorer. Et puis aussi une forte prise en compte du risque d'inondation de manière générale. Le Plume à l'époque avait été assez aussi novateur. Évidemment, pour demain, il y a d'autres actions à mener. Il y a des réflexions qui sont en cours. On avait notamment une gestion des eaux pluviales à la parcelle. C'était assez novateur pour l'époque et ça porte quand même ses fruits. Et le zonage pluvial qui avait été annexé au Plume à l'époque, c'était aussi assez novateur. Quelques exemples. Après, sur d'autres objectifs, alors l'attractivité et le rayonnement, c'est peut-être des fois un peu, ça concerne peut-être un peu plus Nantes à des moments, notamment sur les nouvelles pièces urbaines emblématiques qui ont été créées, qui intègrent les enjeux de la bifurcation écologique. On peut penser au grand quartier nantais, l'île de Nantes, etc. Donc ça vous concerne un petit peu moins, mais c'est des choses qui sont aussi à noter. Sur la REM métropole rapprochée, on a plusieurs éléments. On a un risque de standardisation malgré l'ambition de haute qualité architecturale. C'est dû au contexte notamment du baisse du prix, de difficulté à construire du logement. Finalement, on tire vers le bas, entre guillemets, la qualité. Même si le Plume a mis des règles qualitatives, on est dans c'est un peu là aussi, c'est compliqué. En fait, on veut produire du logement et en même temps, on veut de la qualité. Et on voit bien qu'il y a quand même une certaine standardisation à des endroits. On a des règles garde-fous de la mixité sociale. On a quand même produit du logement social, ce que je disais tout à l'heure. On a mis des emplacements réservés mixité sociale. On a fait des choses. Malgré tout, on a eu un atlas social. Alors, je ne me trompe pas, la date, c'était 2024, qui démontre quand même que certains quartiers se sont gentrifiés. C'est en lien avec d'autres éléments qu'on a pu évoquer, notamment économiques. Donc voilà, on a quand même encore un effort à faire, on le sait, et une orientation en faveur de la mixité fonctionnelle à poursuivre. Le Plume prônait la mixité fonctionnelle, donc ça veut dire plusieurs destinations mêlées, commerce, logement, etc. dans un quartier. On voit que des fois, on a renforcé plutôt les centralités. Il y a la question du commerce, des fois, qui pêche un peu parce que c'est un temps plutôt long. Et donc là, on sait qu'on a des règles aussi qui, des fois, sont handicapantes. On peut penser notamment au rez-de-chaussée. On impose une hauteur supplémentaire pour que les commerces puissent s'implanter. Et là, on peut se questionner des fois sur est-ce que c'est pertinent de l'imposer dans certains secteurs, est-ce que ça ne freine pas forcément la construction de logements. Voilà, on a des petits challenges comme ça encore à relever. Voilà pour les grands éléments. J'espère que c'était pas trop rapide. C'était rapide, mais clair et dans les temps, donc c'était impeccable. Est-ce qu'il y a des demandes de clarification, des questions sur plutôt la vision globale du Plume, du respect d'un certain nombre d'objectifs? Je vous laisse. Oui, Alain? Alors, c'est à la fois... Ça marche, ça marche. Oui, c'est à la fois global, mais c'est un peu intéressé pour la commune. Parce que nous, on a eu quelques petits déboires avec le Plume. On avait une zone naturelle
Gaudinière, pour ne pas la nommer, et dont on aurait rêvé la repasser en zone naturelle. Et donc on nous a dit que ce n'était pas possible administrativement, on va dire. Mais quand on voit les cartes du Sage Loire-Atlantique, parce que on a évidemment la Loire qui passe devant chez nous, mais on a un petit fleuve presque... petit fleuve, un petit ruisseau, interne à la montagne. Il y a 2 têtes de bassin versants qui sont la Gaudinière et la Haie du Rang, qui sont bien répertoriées sur le Sage comme pièces très très importantes pour la bio, enfin pour tout quoi. Et c'est dommage que le Plume ne fasse pas l'interaction avec tout ça, parce que on nous a dit oui, vous pouvez pas l'enlever de zone à construire parce que c'est dans le PADD, mais on a envie de dire et les cartes du Sage, vous pouvez pas des fois en tenir un tout petit peu compte. Est-ce qu'un jour ça va venir que toutes ces données-là, ça serait bien de les intégrer. Il n'y a pas que le logement, il n'y a pas que le béton quoi, qui compte. Donc oui, j'ai eu vent. En fait, je ne vous l'ai pas précisé, je suis le référent territorial pour votre commune, nouvellement. Je remplace Nathalie Mario, que vous avez peut-être croisé pour certains. Je suis arrivé en octobre, donc j'ai fait le terrain sur votre commune et on m'a fait la passation des sujets et la Gaudinière en est un, donc j'en suis au courant. Oui, bien sûr. Donc en effet, sur les limites administratives, c'est vrai qu'on est sur un document réglementaire et on est des fois contraint par les procédures. J'ai parlé de modification 2, une modification, elle est contrainte dans ses objets. Là, on est en modification simplifiée numéro 4, elle est aussi contrainte dans ses objets et des fois, on aimerait faire des choses et on est bloqué. Enfin, il faut être honnête, voilà, il y a ce temps-là. Par contre, comme vous le savez, le SCOT que j'évoquais tout à l'heure va donner des objectifs de consommation d'espace et de limitation de l'artificialisation aussi. Donc va être rendu un peu ZAN compatible pour ceux à qui ça parle. La ZAN, la loi climat résilience impose le zéro artificialisation nette. Donc le SCOT a intégré ces objectifs-là. Le Plume va se mettre en cohérence avec ce SCOT quand il sera approuvé, le SCOT, donc d'ici 1 an. Et après va s'enclencher une modification spécifique ZAN pour en gros climatiser le Plume. Les questions qui vont se poser, ça va être celles que vous avez soulevées. C'est une modification simplifiée dérogatoire qui offre des possibilités, notamment de pouvoir peut-être toucher à des choses du PADD. Normalement, c'est interdit dans le cadre d'une modification de Plume. Donc voilà, c'est des questions qu'on va se poser. Je ne peux pas vous répondre ce soir, vous en doutez bien, mais c'est des questions qu'on est en train de se poser. Et le SAGE, en effet, en train de faire des inventaires qui sont pas encore, on n'a pas forcément les cartes encore très précises dans toutes leurs précisions, mais on a en tête ces sujets-là. Et l'idée, c'est que si on peut, en tout cas, on puisse réquestionner certains secteurs et certains aspects. Notamment les zones humides, tête de bassin versant, qui vont être identifiées dans les SAGE. Un décret de cette fin d'année a renforcé le rôle des SAGE en la matière et a donné un rôle supplémentaire aux Plumes là-dedans. Donc ça va être des forts sujets. Donc là, tout de suite, maintenant, dans la MES4, non. Mais dans les années à venir, la question sera légitime. Voilà. Je ne peux pas vous le promettre, mais c'est des choses qui sont en réflexion. Oui, parce qu'effectivement, vous parliez des sujets où la métropole était en avance, mais là-dessus, par rapport à d'autres Plumes, elle est plutôt en retard. Vous voyez, de ne pas prendre les cartes du Sage, il y a d'autres métropoles qui le font, quoi. C'est quand même la base, c'est un ensemble pour pouvoir vivre, enfin pour pouvoir survivre même, je dirais. Ouais, après, quelques petits points de vigilance. Les moments de validation des Plumes ne sont pas les mêmes en fonction des métropoles et le moment d'actualisation des SAGE ne sont pas les mêmes en fonction des contextes. Donc des fois, en fait, il y a des... Effectivement, on peut être sûr que la dernière métropole qui a sorti son Plume, elle est en avance sur toutes les autres. Ça, c'est quasi sûr, à condition qu'il y ait une volonté politique d'être en avance. Il y a juste quelques éléments que je me suis noté au fur et à mesure de la présentation. Ce n'est pas tellement des questions. C'était, est-ce qu'on peut remettre la diapositive ? J'ai la zapette, alors je peux remettre la diapositive. Sur les consommations là, en bleu, là, donc, il y avait effectivement une volonté forte de diminuer la consommation d'espace au moment de la validation du Plume en 2019. Par-dessus, après 2019, il y a la loi climat et résilience et donc le ZAN. Et ce qui fait que même les 56, là, on pourrait se dire, les 56, ça valide les objectifs du Plume, mais ça ne valide plus le ZAN. Ce qui a été évoqué avec l'histoire il va falloir faire encore mieux, puisque dans le SCOT, alors je n'avais pas en tête le chiffre de 53, mais donc il va bien falloir trouver des zones à ne pas artificialiser ou des zones à désartificialiser.
Un deuxième élément, c'était sur les enjeux sonores. Au moment, en conseil métropolitain, quand il y a eu le plan de prévention du bruit, il y a eu tout un débat parce que la méthodologie de calcul des zones exposées au bruit donnait des choses curieuses. Par exemple, le fait qu'autour de l'aéroport, il y avait, je ne sais plus, mais c'était quelque chose comme, de mémoire, c'est 3000 personnes impactées par le bruit de l'aéroport, ce qui est complètement ridicule. Mais en fait, c'est une méthodologie imposée à la métropole. La difficulté, c'est qu'après, elle sert de référence, notamment pour les documents d'urbanisme. Et il y a eu une étude menée par l'université Gustave Eiffel et la mairie de Rezé qui a démontré que c'était bien plus que 3000 personnes qui étaient impactées par le bruit. Eh ben c'est tout dans mes remarques, mais c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de questionnement, plutôt des questionnements techniques, parce que l'objet, là, n'est pas encore de parler politique, ça viendra juste après, quand Alexandra Sevès présentera la délibération. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Oui, Alain? Peut-être que c'est pas assez technique encore, trop politique, mais vous nous avez montré les objectifs. Alors, on les connaissait, hein, plus 75 000 personnes, 6 000 logements par an. Et enfin, la question qu'on se pose toujours, mais ils sortent d'où, quoi? C'est-à-dire, qui a décidé qu'il fallait ça? Ou, enfin, est-ce qu'on vivra mieux avec 100 000 ou 200 000 personnes en plus? Ou est-ce que... Enfin, là, c'est vraiment très, très politique. C'est plutôt même à l'échelle nationale. C'est l'aménagement du territoire, mais j'ai toujours envie de poser cette question d'où ça sort, parce qu'on se la pose depuis une quinzaine d'années, nous, le groupe politique, et on n'a pas la réponse trop encore, quoi. C'est en lien avec les objectifs du PLH, le programme local de l'habitat. C'était les objectifs politiques à l'époque, hein. Donc là, j'étais pas là pour le coup, mais c'est les débats qui ont eu lieu du coup entre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. J'ai pas les éléments voilà, de la justification. C'est expliqué dans le rapport du Plume. Il y a un tome 3 qui justifie d'où viennent les chiffres et d'où viennent les ambitions. Les objectifs comme ça, que ce soit d'objectifs logement, accueil de population, c'est des objectifs qui sont d'abord politiques. Après, qu'il faut qu'on justifie comment on répond quand même aux objectifs de limitation de la consommation d'espace comme ça techniquement, mais c'est des objectifs qui sont politiques quand même, hein. Mais en effet, au vu du retard qu'on a dans le logement, on peut se... C'est pas les chiffres actuels qui sont bons, quoi. Mais on les a atteints, hein, les objectifs. En fait, j'ai oublié de le préciser. J'ai oublié de préciser dans les objectifs logement, on est en retard dans les logements parce qu'on a accueilli plus de population qu'on ne l'avait prévu. C'est vrai que c'était un gros bill de ma part. C'est aussi une de nos problématiques. On a été trop attractif et plus attractif que ce qu'on avait imaginé. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation.